Nous sommes aujourd'hui au tribunal de Namur. Ce n'est pas un bâtiment dans lequel on a nécessairement l'habitude d'entrer, et pourtant il vaut le coup d'œil avec son porche, sa cour intérieure, son escalier monumental et en haut de cet escalier, un vitrail tout aussi monumental que l'on doit à un artiste belge. C'est donc de cela que l'on va parler aujourd'hui avec une historienne de l'art, un historien, mais d'abord pour nous accueillir, le président du tribunal de première instance. Christian Pagné, vous êtes un habitué des lieux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce bâtiment qui abrite le tribunal de Namur ? D'abord, vous rassurer, ce n'est pas essentiellement un parking comme peut peut-être donner à le penser l'arrière-plan de l'image. Nous n'avons pas le choix. Les problèmes de stationnement à Namur sont ce qu'ils sont et il faut bien que nous nous garions quelque part. Nous abîmons, ce faisant, c'est clair, un cadre prestigieux, classé, dont une partie du bâtiment, la tour qui se trouve derrière moi, remonte au XVIe siècle, je pense. Et puis le bâtiment a connu, comme toujours dans l'histoire, des fortunes diverses. Il n'a pas été toujours ce bâtiment en carré. La construction originelle, c'est un L. Et puis plus tard, on a complété le L originel à l'identique avec cette cour soutenue de colonnes toscanes. Un bâtiment qui n'était pas un tribunal à l'origine. Non, pas du tout. Il a même été à un moment donné la résidence du chef du comté de Namur, à l'époque où, dans l'histoire, ça n'a pas été très long, mais ça n'a pas été très court non plus. Namur a été totalement indépendante, ne dépendant pas, elle n'a d'ailleurs jamais dépendu de la principauté de Liège, ni d'aucune autre autorité occupante. Et c'est sous la période hollandaise, donc immédiatement, ou la période française même plutôt, je pense, immédiatement après la défaite de Napoléon à Waterloo, que c'est devenu le palais de justice de Namur, et ça allait rester depuis, dans un cadre charmant, dans un lieu enchanteur, mais qui n'est plus très adapté aux exigences de la justice contemporaine. On va évoquer aujourd'hui le vitrail de la salle des pas perdus. C'est un peu étonnant, non, de trouver une œuvre d'art dans un bâtiment comme celui-ci ? Oui et non, c'est un peu dans le goût de l'époque. Je pense que tous les palais de justice qui ont été construits ou réaménagés pour servir de palais de justice dans le courant du 19e et au début du 20e se sont vus gratifiés par-ci par-là d'un vitrail, d'une grande peinture, parfois de peinture qui par la suite allait donner lieu à controverse parce qu'elle représentait des Christ en croix. Alors fallait-il les supprimer au moment où la justice enfin se laïcisait totalement ou les maintenir parce qu'il agissait d'œuvres d'art comme on a décidé de le faire à Mons. C'était vraiment dans le goût de l'époque. L'histoire particulière du vitrail, c'est qu'il est voulu par les gens de justice pour rendre hommage à des gens de justice, c'est-à-dire aux avocats, au nombre de 9, je pense, si mes souvenirs sont exacts, qui sont décédés dans le cours des 2 guerres mondiales, parmi lesquels notamment le très célèbre avocat, ancien bâtonnier, ancien ministre de la Justice et ancien gouverneur de Namur, François Bovesse. Avant de découvrir à l'intérieur du palais de justice ce vitrail en hommage aux victimes des 2 guerres, nous voici donc avec notre historien qui, pour l'occasion, nous a emmenés au cimetière de Belgrade. Alors, pourquoi ce choix ? Eh bien, Belgrade accueille bien entendu le cimetière des Namurois, mais il est aussi l'endroit d'un cimetière militaire peut-être moins connu, qui regroupe des soldats qui sont morts durant la Première et même la Seconde Guerre mondiale, soldats qui proviennent de Belgique bien entendu, mais aussi de France, de Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, c'est pour ça qu'on a aussi des tombes d'Australiens, de Canadiens, et puis des tombes de soldats italiens et de soldats russes. C'est un cimetière militaire important. Ce n'est pas qu'un cimetière militaire, bien sûr, il y a aussi quelques personnalités qui sont enterrées ici. Les grandes personnalités namuroises sont bien entendu ensevelies à Belgrade. On peut penser à Félicien Rops, à d'autres grands Namurois, mais aussi à François Bovesse, Nicolas Bosseret, de grands Namurois qui ont joué un rôle dans la cité mosane. Ça veut dire que ce cimetière, à un moment, va devenir un petit peu symbole. Oui, c'est un cimetière symbolique parce que c'est de Belgrade que vont démarrer véritablement les fêtes de Wallonie, fondées par François Bovesse en 1923. Et traditionnellement, comme toujours, le départ des festivités se fait au cimetière de Belgrade où les autorités politiques prononcent les discours et puis ensuite la ville peut être le théâtre de nombreuses festivités pour fêter la Wallonie. C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal à notre époque d'imaginer que quelque chose d'aussi festif commence dans un cimetière. Quel était au départ le but des créateurs ? Le but des créateurs, c'était de rassembler la communauté namuroise et même la communauté wallonne
Et donc, on ne peut pas faire la fête entre vivants sans oublier les morts, surtout les morts qui ont donné leur vie pour la patrie, parce que c'était vraiment ce message-là qui était prononcé et renforcé durant l'entre-deux-guerres. Alors l'entre-deux-guerres précisément, ou les deux guerres, que peut-on dire de Namur à cette époque-là? Eh bien, Namur était une place cible dans les deux conflits, surtout le premier conflit mondial, puisque c'était une forteresse gardée par de nombreux petits forts qui faisaient une ceinture autour de la ville. Et donc, en 1914, Namur a été brutalement assiégée par les troupes allemandes et d'importants bombardements ont eu lieu qui ont détruit une bonne partie du centre-ville et notamment l'hôtel de ville construit au XIXe siècle. La Seconde Guerre mondiale va faire pas mal de ravages aussi puisque là, ce sera plutôt en 1944 que des bombardements auront lieu autour des quartiers de la gare et surtout sur les ponts qui traverse la Meuse. Le cadre étant maintenant posé, on peut donc découvrir l'œuvre qui se niche dans le palais de justice. Nous voici donc dans la salle des pas perdus du tribunal de Namur, dans le grand escalier, avec derrière nous ce vitrail qui a une soixantaine d'années maintenant. Oui, il a été inauguré en 1949, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Installé là pour une raison bien précise. Bien sûr, c'est un vitrail commémoratif, donc qui commémore ceux qui sont morts, non pas seulement pendant la Deuxième Guerre, mais aussi pendant la Première Guerre. Puisque ce vitrail a une histoire un petit peu particulière, il avait été conçu dans les années 20, donc c'est un vitrail qui était fait comme vitrail commémoratif de la Première Guerre, et puis pour des raisons qu'on ignore, il n'a pas été placé, et il a seulement été placé après la Seconde Guerre mondiale, et à ce moment-là, il a fallu légèrement changer la composition, puisque un autre personnage du barreau était mort, et donc il a fallu transformer la partie inférieure pour intégrer le nouveau défunt. Donc on a un médaillon en plus et un petit changement de composition dans le bas. C'est l'œuvre d'un artiste belge. C'est l'œuvre d'un artiste belge qui s'appelle Toucarté, qui était un Montois. Et il est né en 1886, il est mort en 1954. Alors c'est un peintre surtout, mais c'est aussi un illustrateur. Il a été très très éclectique au niveau des œuvres. Il a fait à la fois des affiches, il a fait des illustrations, il a fait de la peinture sur chevalet, de la peinture murale, et il est venu au vitrail probablement dans les années 20 grâce à une rencontre tout à fait particulière et dont on peut se réjouir, une rencontre avec un maître verrier bruxellois qui s'appelle Colpart, avec qui d'ailleurs il a fait ce travail, enfin celui-ci étant fait avec le fils du Colpart avec lequel il avait travaillé au départ. Qu'est-ce qu'il a voulu représenter ici ? Alors, ce qu'il a voulu représenter, c'est évidemment la victoire. La victoire qui est ce grand personnage tout habillé de rouge et qui a une flamme en main et qui soutient un soldat qui est mort avec son épée brisée. C'est au fond une image très typique, comme image commémorative, comme monument aux morts. Cela fait aussi penser au Pietà, où la Vierge tient son fils mort. Alors ici, c'est la victoire qui tient le soldat mort, qui a donné sa vie, qui est héroïque, qui est mort pour la patrie. Et c'est un vitrail qui est un vitrail à l'allure très sévère, qu'on peut voir ici. Et le style de ce vitrail, dans les années 49, est évidemment tout à fait anachronique par rapport à l'époque. C'est un style qui convenait bien à l'époque de la création, mais qui ne convient plus tout à fait en 1949. Mais on s'est contenté de reprendre le dessin sans y faire de transformation. Au niveau des techniques, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous relevez ici ? Alors, ce sont des techniques moins particulières que ce qu'il a pu utiliser avant. Ici, on se rend compte qu'on n'est plus dans des périodes très fastes et on veille plutôt à l'économie. Et donc, c'est un vitrail où il a essayé de donner les mêmes effets colorés, mais pour un prix qui est sûrement largement inférieur à ce que l'on aurait pu faire entre les deux guerres. Donc, ce sont des verres qui sont des verres type antique ou type cathédrale et qui sont peints à la grisaille, c'est ce qui donne la couleur grise, brune, et au jaune d'argent, c'est ce qui donne les colorations jaunes. Et donc, au lieu d'utiliser des verres flammés, multicolores, extrêmement élégants et chatoyants, il s'est contenté plutôt de faire un travail de peinture qui est rajouté au verre.